Bonjour, aujourd'hui sur le podcast, j'ai reçu Stéphanie Deslauriers qui est venue nous parler de la motivation scolaire, donc donner des récompenses ou non, valoriser les résultats scolaires, l'effort. Alors, on démystifie tout ça. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Stéphanie, bonjour! Salut Alexandra! Merci d'avoir accepté mon invitation pour je pense que c'est la troisième fois là, qu'on se voit. Ben écoute, c'est la troisième. Hein? Ben ouais, parce que c'est la troisième fois qu'on se voit, mais je pense qu'on avait enregistré comme quelques-heures en même temps. Hein? Fait que ça fait plusieurs fois que t'es une habituée. C'est une habituée du podcast. Aujourd'hui, écoute, je vais te laisser te présenter, mais aujourd'hui, notre sujet, ça va être la motivation scolaire, les petites récompenses qu'on peut donner. C'est quoi, de quelle façon optimale on peut faire les choses pour notre enfant, dans le fond. Absolument. Donc, présente-toi d'abord. Ben, je suis Stéphanie Deslauriers, je suis psychoéducatrice. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le monde de l'intervention. Ça fait 10 ans que j'enseigne à l'Université de Montréal aussi comme chargée de cours. J'ai écrit une vingtaine de livres, dont sur l'estime de soi, habileté sociale, neurodivergence, etc. Je suis maman aussi d'une fillette de 4 ans, belle-maman d'un grand coco, autiste de 16 ans. Et voilà, me voilà. Un beau portrait. Ben, je pense pas pire. Ça a bien du bon sens. Une belle valise bien pleine. Ben oui, j'ai mis des petites roulettes dessus, c'est moins lourd. C'est moins lourd. Donc, motivation scolaire. On entend souvent parler, d'enfants qui se font dire, par exemple, si tu as tel résultat, tu vas avoir telle chose. Si ton bulletin est beau, tu vas avoir telle chose. Partons de la base, là. Comment ça fonctionne pour... Parce qu'on veut tous bien faire. On est parents. On veut que nos enfants réussissent. On veut que nos enfants... C'est sûr qu'un 100%, c'est merveilleux, c'est wow. Mais c'est pas tous les enfants qui vont se rendre là. Non. Puis, tu sais, j'ai envie, il y a tellement de choses... Dans ce que tu as nommé, il y a tellement de choses que j'ai envie d'adresser quand tu parles de promesses. Ouais. Et de récompenses. Si tu obtiens, les promesses, au même titre que les menaces, à l'inverse, hein, si t'as pas ça, il va arriver telle affaire, ce sont des interventions qui sont inefficaces. En fait, ce sont des interventions qui sont anxiogènes, qui génèrent une pression énorme. Et on a nos petits anxieux de performance qui sont pas anxieux de rien. Hein? Puis comme tu le dis, on est parents, on veut faire de notre mieux, on veut le meilleur pour nos enfants, on veut leur ouvrir le plus de portes possible. Mais oui, des fois, on adopte des stratégies qui sont maladroites. On le fait dans une optique bienveillante et pour leur mieux-être, mais les effets peuvent être plus ou moins positifs, dont ça. Oui, puis là, tu parles, tu sais, là, on va plus parler peut-être de motivation scolaire, mais là, c'est en général, là, ce que tu dis là, c'est pour tout, là. Absolument. Un enfant qui fait du sport, qui a pas, qui réussit pas une meilleure performance, c'est pour tout, là. Absolument. Alors, quand je promets à mon enfant, si tu obtiens tel résultat, de un, quand c'est moi comme parent qui met la balise ou qui fixe l'objectif, déjà, je suis en train d'enlever du pouvoir à l'enfant. Hein? Et là, j'ai empuissancement. Empowerment, empuissancement, autodétermination. Je suis en train de retirer ça à mon enfant. Je le désengage de son processus de réussite scolaire, tant au niveau académique qu'au niveau comportemental, qu'au niveau social, parce qu'il y a aussi tout ça à l'école. Alors, voilà. Fait que je le déresponsabilise de ça. Je suis en train de lui dire que le résultat est plus important que le processus. Combien d'adultes, Alex, t'entends dire « Ah, on dirait que je suis pas capable de juste profiter du chemin, je suis tout le temps axée sur l'objectif, la destination, sur l'objectif final, puis je profite comme pas du chemin. » Ben c'est pas pour rien. Nous-mêmes aussi, on a été élevés comme ça, axés, toujours les yeux, tu sais, sur le podium, mais à ta minute, pour te rendre là, on peut-tu ajouter un soupçon ou 14 soupçons de plaisir. Et c'est ça la vraie motivation intrinsèque. Hein? Puis je le dis en intro, moi j'enseigne à des adultes à l'université, des adultes performants, brillants, qui sont au bac, qui veulent s'en aller à la maîtrise, donc ils doivent avoir des notes. La maîtrise est contingentée, il y a 40 places, puis ils terminent la 3e année, ils sont 90.
Alors, ça génère le système de cotation, le système scolaire, de par sa nature même, fait en sorte qu'il y a de la pression pour atteindre certains résultats, pour performer. Le fait qu'il y ait les moyennes dans le bulletin. Puis, tu sais, une moyenne, c'est quoi une moyenne? Une moyenne, c'est un calcul statistique qui nous indique que quand j'additionne toutes les notes d'un groupe ensemble... À ce moment-là, ce jour-là, sans considérer qu'il est peut-être arrivé, tes parents viennent de se séparer, tu viens de déménager, t'as une peine d'amour, t'as une peine d'amitié. T'as mal dormi la nuit d'avant. Oui, t'es full stressé, fait que là, t'as un blanc de mémoire. Peu importe, tu te remets de la COVID, t'as le cerveau dans le jello. Alors, on prend une photo de tes performances à un moment donné et on additionne tous ces chiffres-là, on le divise par le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe, puis on dit c'est ça la moyenne. C'est ça la norme. Alors que c'est faux. Nous, là, toutes les deux, on pourrait faire le même examen qui est sur 10. Moi, j'aurais 10 sur 10, toi, t'aurais 0 sur 10. Notre moyenne serait 5 sur 10. Pourtant, personne n'aurait eu 5 sur 10. Fait que moi, je suis une donnée aberrante, puis toi aussi, là, tu comprends? Oui. Fait que là, les enfants puis les ados voient ça, se comparent à ça. Je suis plus haut que la moyenne, je suis en dessous de la moyenne, ou je suis dans la moyenne puis je suis déçu ou je suis content. Parce que l'appréciation d'un résultat va varier aussi en fonction de... Absolument, de l'enfant, de son parcours. Absolument. Est-ce que j'ai des troubles d'apprentissage ou non? Écoute, moi, je me rappelle d'une jeune que j'ai eue en suivi, elle est en 6e année. OK, puis elle, là, à l'auto des diagnostics, elle avait gagné le gros lot. Fait que, tu sais, elle avait plein de troubles dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, TDA, bref, la totale. Donc, son parcours scolaire est jonché d'épreuves. Elle, là, elle travaille fort en tas, Alexandra, pour avoir des résultats passés sur la peau des fesses. En dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne solide. Alors que si on compare sa moyenne de travail, mon Dieu. Ben, elle serait probablement au top de l'échelle. Oui, puis tu sais, la fameuse croyance judéo-chrétienne de « on récolte ce qu'on sème, quand tu mets des efforts, tu as des résultats ». Nos jeunes qui ont des troubles d'apprentissage... C'est pas le cas. C'est pas le cas, pantoute. Eux autres, ils bûchent pour avoir des miettes. Puis cette jeune-là, en 6e, elle avait une petite sœur en 3. Belle comme un cœur, douée en sport, en musique, en art, socialement, à l'école. Elle faisait 92 fois moins d'efforts que sa sœur. Puis elle avait des 90 tout le temps. Fait qu'il y a le sentiment d'injustice à un moment donné qui peut s'installer, tu sais. Puis ça nous ramène justement à cette fameuse moyenne-là ou à cette comparaison d'avec les autres. Puis tu sais, combien de fois on se le fait dire ou on se le répète comme adulte, « Hey, compare-toi pas aux autres, compare-toi à toi-même. » C'est ça qu'on devrait aussi inculquer à nos enfants dans un système qui est pas fait comme ça, malheureusement. Qui est pas fait comme ça, c'est ça. Puis là, ça m'amène à te poser comme question. Notre enfant entre à l'école. Puis déjà, tout petit, à la maternelle, il y a des bulletins. Bon, OK, à la maternelle, c'est pas des notes, c'est des observations beaucoup. Mais, par exemple, première année, on tombe déjà dans les notes, on tombe déjà dans les résultats. Comme parents, on reçoit le bulletin de notre enfant ou on reçoit une évaluation qu'on doit signer. Puis on s'entend, des fois, en première année, il y a des petits cocos qui sont pas du tout au même endroit que que d'autres petits cocos. Il y en a qui savent lire en entrant, il y en a que ça va aller juste après Noël qui vont être capables de lire. Même chose, reconnaître les lettres. Il y en a qu'au début, ils connaissent toutes leurs lettres, puis il y en a d'autres que ça va prendre plusieurs semaines. Ça va être un apprentissage à long terme dans le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait comme parents? Quelle devrait être notre réaction quand on reçoit une évaluation? Parce que OK, ça c'est pas l'idéal de mettre une note avec tout ce que tu viens de dire, on comprend, mais reste que le système est fait comme ça. Donc, comment on peut réagir, agir, discuter avec notre enfant quand on reçoit ces fameuses notes-là, ces résultats-là? Oui, moi, ce que je te dirais, puis tu le nommais, mettons, en maternelle, où on est plus on reçoit des observations. Fait que, tu sais, dès là, on peut en discuter avec notre enfant. Bon, à la hauteur de sa compréhension, de son niveau d'attention et tout ça. Mais peu importe que ce soit des observations dans le positif ou dans le négatif, de dire, ton enseignante ou ton enseignant observe que, ou il semblerait que tu fasses tu joues bien au jeu libre avec les autres amis. Partage, toi, la causerie, ça t'ennuie un peu. C'est pas, peu importe. T'as des petits défis de causerie.
Veux-tu qu'on en cause? Mais oui, alors, on peut déjà en discuter dans l'ouverture. Tu sais, les questions que je viens de poser ou les observations, les affirmations que je viens de faire, elles sont en mode ouverte. C'est pas des questions oui ou non. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de... Ben voyons donc, comment ça se fait donc, telle affaire. Donc, mon enfant se sent pas jugé, se sent pas confronté, se sent pas acculé au pied du mur. On est vraiment dans une optique de communication ouverte. Discutons-en. Voici ce qui se passe pour avoir son point de vue à lui ou à elle aussi. Même chose pour la première année, les premières évaluations. Puis moi, ce que je vous dirais aussi comme parents, soyons indulgents. Notre enfant, c'est la première fois de toute sa vie qu'il se fait évaluer, qu'on appose une note sur quelque chose qu'il fait. Fait qu'on peut-tu laisser le temps aussi de s'adapter? On peut-tu laisser le temps aussi de ressentir c'est quoi se faire évaluer? Il y en a qui vont très bien vivre avec ça, puis il y en a d'autres que ça va stresser, que ça va de se sentir observé, de se sentir jugé et tout, parce que c'est ça aussi, c'est un jugement, absolument, oui, académique, mais c'est un jugement quand même. Alors, d'accueillir ça, donc au début, d'être vraiment en mode observation. Je regarde comment ça se passe, puis je fais un retour avec mon enfant, tu sais, de comment tu t'es senti. Puis peut-être qu'il s'en rappellera pas, surtout si ça fait plusieurs jours. Oui, mais... souvent, l'évaluation, quand on reçoit une évaluation assignée, ça fait quelques jours qu'elle a été faite. Exact, lui, il n'est pas autre chose. Là. À 6 ans, on s'en souvient plus. Là, non, ça. Alors peut-être plutôt savoir, ben c'est la première dictée aujourd'hui, comment tu te sens, est-ce que tu te sens prêt, est-ce que tu sens qu'on a assez pratiqué, qu'on a assez étudié, peu importe. Fait que de vraiment y aller avec son ressenti par rapport à l'évaluation. Peut-être des petits rappels aussi de l'important, c'est que tu fasses de ton mieux. Oui. C'est ça, là c'est pas ça qui va déterminer ce que tu vas faire dans la vie plus tard. Là. Non, on va remettre en perspective aussi. L'important, c'est que tu fasses de ton mieux, que tu apprennes quelque chose. Puis ça, je pense que c'est une attitude qui est très gagnante aussi, notre attitude par rapport aux erreurs et aux échecs. Je parle pas juste des échecs d'avoir moins que 60%, là, mais... peu importe ce que c'est, peu importe c'est quoi les embûches, est-ce que nous-mêmes, comme adultes puis comme modèle pour nos enfants, on a tendance à se tomber sur la tomate, à voir l'échec comme une fin en soi puis comme, bon, la fin du monde? Ou est-ce qu'on est capable de faire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? Et avoir cette attitude-là aussi avec notre enfant. Oups, là, tu as eu une moins bonne note. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On a peut-être moins étudié, peut-être que tu étais moins motivé, la matière t'intéressait moins. Tu sais, il y a ça aussi, là, c'est pas... tout qui nous intéresse. Un ami dans la classe faisait du bruit, ça t'a dérangé. Ça peut être plein de choses. Oui, ou cette journée-là, il est arrivé telle situation le matin, puis blablabla, tu sais. Alors, de parler de ça, puis de regarder aussi ce sur quoi notre enfant a le contrôle. Si c'est vraiment, puis quand il est plus vieux, disons, là, qui a mal planifié son temps d'études, qui a donc pas mis assez de temps pour apprendre. Préparer. Exactement, préparer son exposé oral, son examen, son évaluation. Mais de voir, OK, qu'est-ce que tu apprends de ça? Ben là, je vais m'y prendre plus d'avance ou... Tu sais, puis comme apprenant, on a tous des manières différentes d'apprendre. Hein? On en parle souvent, oui, auditif, visuel. Là, j'ai de la misère avec ce mot-là, kinesthésique. Bravo! Bravo! Oui. C'est touché. Oui. C'est ça. Tu parles de toucher. Exactement. Quand c'est concret en manipulant, il y en a d'autres qui c'est en bougeant. Oui. Alors, est-ce qu'avec notre enfant, on a exploré les différentes manières d'apprendre? Est-ce qu'aussi dans notre rythme de la vie. Moi, je sais que le matin, là, mon cerveau est super allumé. Oui. Fait que c'est mon bon moment pour apprendre, produire, être efficace. Fait que c'est sûr que si tu me fais faire mes devoirs à la fin de la journée, mais je suis fatiguée. Oui. Tu sortiras pas grand-chose de moi. Fait que peut-être que notre enfant, on va pouvoir observer son rythme aussi et choisir les meilleurs moments. OK, lui, c'est plus le matin, mais peut-être que plutôt la que de fin faire de semaine un peu, c'est ça. On va faire le gros, on va faire les devoirs la fin de semaine. Le soir, ça sera juste de l'étude, après qu'il ait pris une bonne collation, peu importe, là. Mais on va s'arranger pour aménager des conditions gagnantes. Donc, on va apprendre des évaluations, donc du résultat qui a peut-être été moins optimal, pour modifier, adapter le parcours, le chemin pour se rendre à notre destination finale, qui est l'évaluation. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est n'oublions pas un ingrédient primordial,
le plaisir d'apprendre. Oui, oui. Parce que souvent, on entend beaucoup de parents dire « Ah, les devoirs, c'est l'enfer, mon enfant se rétracte, il pleure, il veut pas, il veut... » Puis là, mais pourtant, il faut en faire, il faut... Puis les parents, avec toutes les bonnes intentions du monde, poussent pour que l'enfant étudie, puis tout ça, malgré que ça finit en larmes à chaque fois. Donc, c'est sûr que pour... Tu sais, moi, je l'ai pas vécu. Moi, j'ai des enfants qui aiment apprendre. Fait que moi, les devoirs, ça n'a jamais été une corvée. Il faut dire aussi que dans les écoles que mes enfants ont fréquentées, il n'y avait pas de devoirs comme tel. C'était des leçons. Puis nous, les leçons, on les fait, tu sais, dans la voiture, on les fait sur les fenêtres, on les fait, tu sais, un peu partout. Puis ça passe moins comme, OK, là, on étudie, tu sais. Mais je peux comprendre pour un parent pour qui l'enfant se rétracte tout le temps, veut pas, mais que l'enfant n'a pas nécessairement des bons résultats. Bien là, c'est comme on embarque dans un engrenage qui tourne, là. Absolument. J'ai l'impression que la roue, elle tourne, puis que là, on se dit, mais non, mais là, il faut que tu étudies, mais non, mais regarde, tu n'as pas eu des bons résultats, puis là, ça tourne. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, le parent, il se dit, hey, regarde, si tu étudies, là, bang, je te donne telle chose. Oui, absolument. Ben oui, c'est rarement, tu sais, je veux dire, c'est jamais en premier recours qu'on adopte ce genre de stratégie-là. C'est souvent non, quand ça va bien, on laisse aller, c'est ça. Mais c'est justement quand on voit, les résultats, ça va pas, la motivation de mon enfant non plus, ça va pas tellement, et la période des devoirs, c'est difficile. Alors là, il faut que je trouve un petit nanan pour motiver mon jeune, et forcément, on va penser à une motivation externe, ce qui est normal. Hein? On entend beaucoup parler de la motivation intrinsèque ou de la motivation interne, bien sûr. Sauf que réalistement, dans le développement cognitif de l'enfant, dans le développement affectif, est-ce que c'est vraiment réaliste de s'attendre à ce qu'un enfant d'âge primaire, voire même d'âge secondaire, ait cette motivation-là de moi, j'ai envie de m'améliorer comme apprenant? Et, ben non, puis tu sais, même, il y a la théorie du développement moral de Kohlberg qui dit que même dans les adultes, il y a juste le tiers des adultes qui se rendent à un stade de développement moral où la motivation, je fais quelque chose pour moi, pour m'auto-actualiser, pour, bien souvent, on va agir parce que je vais avoir une paye, parce que sinon, je vais avoir un ticket, parce que sinon, quelqu'un va pas être content. Donc, la motivation extrinsèque, elle est très forte, même chez les adultes. Ceci dit, comme motivation extrinsèque chez nos enfants, ça peut être intéressant d'y aller genre avec un petit tableau de motivation si le besoin est là. Puis le tableau de motivation n'est pas là tout le temps. À un moment donné, notre enfant n'en aura plus besoin parce que ça va être intégré. Mais momentanément, pendant quelques semaines. Pour nous aider à avancer vers un point X. Exactement. Alors, ce petit tableau de motivation-là, qu'est-ce qui l'amène? Ben, c'est visuel, c'est concret. On va mettre un objectif axé sur l'effort. Ça peut être en termes de durée, par exemple, faut faire tant de temps. Est-ce qu'on peut avoir un repère visuel, le petit time timer, le petit sablier, le minuteur sur le micro-ondes? On s'en fout, OK? Mais juste qu'il y ait quelque chose que c'est pas nous qui disons 5 minutes parce qu'on sait, on étire, on oublie. Donc, un marqueur de temps objectif, ça peut aider. Est-ce que notre enfant, tu le nommais super bien aussi, est-ce qu'on peut diversifier les méthodes d'apprentissage avec les petits crayons effaçables dans la fenêtre, avec, en sautant sur le trampoline, tu fais tes mots de vocabulaire. Il y a plein de façons de le faire. Ça, parenthèse, Marja, parfaite maman imparfaite, on l'a déjà reçue ici, puis elle a, je pense qu'elle l'a mis en petite capsule Instagram, là, tu sais, des rappels de la façon qu'elle modifie justement l'étude pour ses enfants. Vraiment, là, si les gens qui nous écoutent veulent des petits trucs, là, je sais que Marja, elle est merveilleuse pour ça. Donc, c'est peut-être une inspiration pour, après ça, réussir à le modifier dans notre quotidien. Là. Merveilleux. Donc, fait que dans ces petits highlights Instagram, oui, highlights, c'est ça que je cherchais. Je pense que c'est là, mais sinon, elle en parle souvent, là. Donc, voilà. Super. Donc, ça peut être une inspiration. Mais tellement. Puis, tu sais, si nos enfants ont besoin de bouger, mais faisons-les bouger. Tu sais, je parlais du petit trampoline, mais ça peut être en sautant sur un pied. Ça peut être en faisant une espèce de jeu de marelle, puis on les fait pratiquer, tu sais. On n'est pas obligé d'être assis à table. On peut diversifier les moyens. Puis même, on le voit en classe, de plus en plus de classes flexibles, justement. C'est rare que les enfants restent assis à leur bureau comme dans le temps. Là. Oui. Ben,
Alléluia, parce que, bon, on le sait, hein, les recherches nous montrent que c'est pas efficace. Puis bon, de plus en plus de jeunes qui présentent des besoins à différents niveaux. Mais oui, fait que diversifions ça. Mettons-nous notre petit tableau de renforcement en lien avec un objectif ciblé. Puis on offre quoi à la fin de ce tableau-là? Parce que oui, c'est beau, là, bravo, t'as ton petit X dans ta petite case ou ton collant ou peu importe. Mais là, est-ce qu'on offre quelque chose de matériel? Moi, personnellement, j'aurais tendance, c'est sûr que moi, je pars avec certaines connaissances parce que de par ma formation, de par mon emploi, mais j'aurais tendance à dire, mettons, un moment en famille, une récompense. Je sais pas, moi, mes enfants, ils adorent aller acheter un nouveau livre. Mais ça fait partie parce qu'ils ont lu pendant leur période de lecture. Donc là, ça les motive parce que si ton livre est fini parce que tu l'as lu à la maison, ben là, tu vas en avoir un nouveau pour continuer ta lecture. Ah, c'est parfait. Donc, c'est ce genre de petites choses-là, moi, que je vois au bout. Oui. Mais ça peut être... Mais tu as tout à fait raison. Puis ce que tu nommais aussi dans le petit tableau d'émulation ou de renforcement, en fait, ce qui est important, c'est effectivement qu'il y ait un renforcement immédiat. Donc, tu le disais, hein, soit le petit bonhomme sourire ou le petit dessin dans la case ou le petit autocollant, les temps, peu importe. Il y a quelque chose là, dans l'immédiat qu'on voit, qui est concret puis qui est maintenant. On a progressé maintenant, on a fait une progression. Exactement. Puis même au niveau cognitif, dans le besoin de reconnaissance immédiate, les enfants ont ça. Ça s'acquiert avec le temps. Bon, plus ou moins pour certains adultes qui ont un TDAH. Je pense à personne en particulier ici. Mais c'est pas à moi que tu penses. Moi, non, j'ai pas de TDAH. C'est ça! Mais c'est qui l'autre personne autour de la table? Mais oui, alors de dire, OK, il y a quelque chose dans l'ici maintenant qui me stimule, qui me motive, qui est ma petite tape dans le dos, mon petit câlin, mon petit encouragement. Et oui, à la fin de la semaine, à la fin des 5 jours, par exemple, de la semaine, de dire, ben oui, puis, tu sais, là, tu parles... Exemple, d'aller chercher un livre, parce que toi, c'est ça l'intérêt de tes enfants aussi. Oui. Puis j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui vont dire, ça pourrait être bon pour... Mais si votre enfant a zéro intérêt pour la lecture, ça marchera pas. C'est ça, tu sais, moi, c'est ça, le livre, puis parce que c'est physique, là, c'est une récompense physique, mais... c'est la récompense pour continuer à lire après. Ça. Donc, moi, il y a comme c'est pas juste un bonbon, je te le donne, c'est vraiment, il y a un objectif derrière ça que, ben c'est sûr que tu vas avoir hâte de finir ton livre pour aller chercher le prochain si tu as aimé la série, tu sais. Absolument. C'est plus dans c'est ça, même si c'est physique, c'est aussi un moment. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est un moment, puis ça permet de développer plein de choses au niveau de l'imaginaire, au niveau affectif, social aussi. Il y a plein de choses qui se développent via la lecture. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que c'est pas important c'est quoi le genre de livre que notre enfant aime. Oui. Ça se peut que ça soit une BD, ça se peut que ça soit un manga, un documentaire, un roman, une série. C'est pas ça qui est important, c'est pas le nombre de mots. Tu sais, lâchons la performance. C'est correct si c'est une BD. Tu comprends qu'il y a 3 mots puis que c'est kaboum, pouf, pif, paf, pouf dedans. C'est correct. Tant que ça stimule l'intérêt de notre enfant. Tu sais, ça peut être aussi, tu le nommais un moment, hein, ça peut être, c'est toi qui vas choisir telle ou telle activité, c'est toi qui vas faire ça en premier. Ah, toi, tu as choisi d'être exempté de ta tâche de défaire le lave-vaisselle en fin de semaine. Tu sais, ça peut être ce genre de choses-là aussi, puis ça pourrait être quelque chose que l'enfant va choisir d'avance. Encore une fois, on veut l'impliquer dans le processus, on veut le motiver, et plus nos enfants sont impliqués et engagés, plus la motivation, elle est grande. Fait que si notre enfant, il aille ça, sa tâche de lave-vaisselle, OK, mais moi, je veux pas la faire, je veux un break, je veux une pause de ça. Parfait. Mais tu t'engages à tous les soirs ou à tous les jours à faire 15 minutes, 20 minutes de leçons. Puis après ça, quand il arrive au vendredi puis qu'il a réussi, ben il est fier. Puis ce que j'ai envie de vous dire, justement, c'est important de faire vivre une réussite à notre enfant. Fait que ça veut dire que la semaine 1, mettons qu'on décide de mettre un petit tableau de renforcement, mais on met un objectif vraiment facile. On sait qu'il va atteindre. Oui. On sait qu'il va l'atteindre. Quand même stimulant, là, pas quelque chose qui est déjà acquis depuis l'âge de 2 ans, là, évidemment, mais donc quelque chose qui va être stimulant,
mais on le sait qu'il va l'avoir. Oui. Fait que ça va faire « yes, je suis capable ». Puis après ça, oups, on augmente le degré de difficulté graduellement, le niveau de déséquilibre de notre enfant. Mais dans son petit balchon de réussite, il y a « hey, mais j'ai réussi la dernière fois. J'ai confiance que je suis capable. Fait que je peux encore le faire. » Oui. Puis tu le nommais pour plusieurs parents. D'ailleurs, j'ai une suggestion lecture à cet effet-là. Comment survivre aux devoirs de Josiane Caro-Santa, qui est parue aux éditions Midi30. Ergothérapeute. Ergothérapeute, très active sur les réseaux sociaux. Elle a toujours plein de belles astuces, plein de beaux trucs à partager avec les parents, avec les autres professionnels de la santé, des services sociaux. Très accessible. Le livre aussi, des petits trucs, des petites astuces très accessible pour rendre le moment des devoirs beaucoup plus agréable. Parce qu'effectivement, c'est une roue qui tourne. Oui. Plus ce moment-là, c'est un moment de lutte entre le parent et son enfant, plus l'enfant va appréhender, mais plus le parent aussi va appréhender. Puis moins les apprentissages vont se faire. Mais c'est ça. Puis là, ça devient effectivement une lutte de pouvoir, des crises de larmes, des là, si tu fais pas ça, Puis on est dans les menaces, puis dans les promesses, puis dans les... Puis on trouve ça désagréable, puis c'est ça. On appréhende ce moment-là, on projette ça sur nos enfants nous projettent ça sur nous. Puis c'est pas à notre enfant d'arrêter cet engrenage-là. C'est à nous comme adulte, c'est ça. Ouais. Puis là, ça m'amène à... Je réfléchis depuis tantôt, je t'écoute parler, puis là, bon, OK, on fait ça à la maison, tout ça. Puis moi, par expérience, j'ai un petit coco qui est en difficulté d'apprentissage, qui a plein de défis. Notre enfant arrive, là, avec son bulletin. Puis là, c'est pas... Tu sais, comme tu as nommé tantôt, malgré tous les beaux efforts qu'il a pu faire, les résultats sont pas là au même niveau que d'autres enfants qui l'auraient plus facile. On arrive là, comme parents, là, on a mis notre petit système, on l'a motivé. Notre enfant, à la période des devoirs, leçons, ça se passe bien, il est motivé. À l'école, on a des bons commentaires aussi. Oui, il travaille bien, il collabore, il participe. Bon, on a tous des beaux commentaires, mais là, arrive le bulletin. Quand ils sont petits, je pense que c'est quand même facile de ne pas leur montrer ou de ne pas leur parler de leurs résultats sur le bulletin. Mais quand ils sont plus vieux, ils veulent savoir, ils se comparent, ils veulent... Puis là, notre enfant voit ça, puis fait comme, mais tu vois, ça sert à rien, tu sais. Puis là, je parle par expérience. On fait quoi comme parents dans ce temps-là? Puis là, c'est là que ça redevient facile de dire, écoute, là, je vais t'acheter ton jeu vidéo aussi. Mais notre enfant, il n'est pas capable. Il ne sera jamais premier de classe. Il n'y aura jamais des 100% partout. Puis il le sait. Absolument. Puis là, il a fait tous ces beaux efforts-là et bang, au bout de la ligne, pas catastrophe, parce que moi, les notes, là, c'est ça que moi... À part, là, parenthèse, la Moses d'entrée au secondaire. Là, moi, ça m'a beaucoup... C'était très anxiogène pour moi parce que je n'ai jamais axé sur les notes. Et là, tout à coup, fallait axer sur les notes, tu sais. Bon, en tout cas, parenthèse fermée. Mais, tu sais, notre enfant, il arrive ce moment-là aussi où il le sait, il est conscient. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait comme parents dans ce temps-là quand on le voit là, qui est déçu, puis que là, la motivation, à chaque début d'étape, tu sais, là, il y a son bulletin, boum, là, ça retombe, le début d'étape commence, il sait qu'il n'a pas eu des bonnes notes selon les autres, selon la comparaison avec les autres, puis là, il redescend. Écoute, tu me parles de ça, puis j'ai des flashs, tu sais, je te dis, mon beau-fils, il est rendu à 16 ans, il est en secondaire 4, mais c'est effectivement vers la 5-6e année que nos jeunes commencent à être davantage conscients des autres, à se comparer davantage aux autres. Puis là, hey, toi, t'as eu combien? Puis, tu sais, là, ça se partage les notes aussi dans la classe. Tu sais, ça se dit ça dans les couloirs ou dans la classe. Fait que là, notre jeune qui se sent comme... tu sais, moi, je cache rapidement sa note, il reçoit sa copie, il cache, puis j'ai tellement... Parce que c'est comme si on est en train de dire t'es pas intelligent, t'es pas bon. Fait que je pense que ce qui est important de faire avec nos jeunes, c'est d'avoir une discussion sur c'est quoi l'intelligence. Parce que c'est souvent ce discours, je suis pas bon, je suis pas intelligent, je suis pas ci, je suis pas ça. OK, c'est quoi l'intelligence pour toi, tu sais? Puis, moi, une définition de l'intelligence que j'aime beaucoup, c'est notre capacité à s'adapter. Tellement. Oui. Avec les jeunes aussi, j'aime bien les petites techniques d'impact. Puis je suis sûre, Alex, que tu l'as déjà vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une image d'un vieux prof qui dit à ses élèves chacun des animaux différents, là, un éléphant, un singe, un petit poisson, un phoque. Et il dit, OK, là, pour une évaluation juste, tout le monde va grimper l'arbre, puis je vais vous donner une note. Là, il y a juste le singe qui est capable. C'est ça. Tu sais, fait que, ben non, le petit poisson, il va pas, le phoque non plus, là, puis le cheval, l'éléphant, oublie ça. Lui, il peut l'arracher, par exemple. Bon, il peut, mais
Fait que je pense que ça peut être une belle image aussi. Pour les plus vieux. Pour leur faire comprendre que... Et la discussion, justement, tu sais, on en parlait en début d'entretien, qu'on est conscient que le système est fait comme ça. Ben non, je comprends, toi, ça va te faire vivre des défis, ça va te faire vivre des situations d'échec où tu vas te remettre en question, mais je suis consciente que cette manière d'évaluer-là, ben, c'est la moins pire qu'on a trouvée en ce moment pour la majorité des élèves. Oui, puis ça m'amène à penser aussi, parce que là, il y a des parents qui ont aucune connaissance de ce qui se passe réellement dans les classes, parce que quand on est parent, ben on n'est pas là au quotidien. Moi, j'ai la chance d'être enseignante, je vois ce qui se passe dans les classes, mais je veux juste faire la parenthèse comme quoi de plus en plus les enseignants ne miseront pas sur les notes au quotidien. Ils vont donner des notes parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais au quotidien, il va y avoir, puis quand il y a une mauvaise note, puis là, je le mets en gros guillemets, l'enseignant va prendre l'enfant à part souvent pour voir, hey, regarde là, ici, tu as bien réussi, mais regarde ici, tu as un petit défi. Fait que là, on pourrait essayer de trouver des trucs. Fait qu'il y a quand même un bel accompagnement qui se fait dans nos classes en lien avec ça. Donc, le parent qui reçoit la note, bien, sachez que la majorité du temps, même si l'enfant est débiné puis il est pas bien là-dedans, il y a eu une intervention aussi qui s'est faite à l'école pour motiver l'enfant à voir ses forces aussi. Absolument. Voir ses forces dans ce qu'il a fait, puis voir ses défis. Puis à partir de là, bien, l'enseignante établit un petit plan de match avec l'enfant pour la prochaine fois. Oui, parce que les forces sont toujours un levier pour venir pallier aux défis puis aux limites. Fait que oui, accent sur les forces de nos jeunes. Puis tu sais, j'ai juste envie de rappeler là, que, mettons, le mandat, là, selon la loi sur l'instruction publique. Allez, sors-nous la belle phrase! Qualifier nos jeunes. Oui. Donc, ça veut dire instruire. Ben oui, instruire. Qualifier. Socialiser. Hein? Fait qu'instruire. Mais instruire, c'est pas juste apprendre que 2 et 2 font 4. Hein? Oui. C'est instruire aussi au niveau de la vie, hein, la micro-société qui est l'école. Qualifier justement pour nos jeunes qui ont des enjeux au niveau des stratégies, des méthodes d'apprentissage pour dire, mais comment est-ce que toi, tu vas pouvoir devenir une personne qui va contribuer à la société, qui va avoir un travail, qui va trouver un sens à sa vie. Oui. Qui va se sentir utile, qui va pouvoir, société capitaliste, faire des sous, s'acheter des choses, mais pouvoir subvenir à tes besoins. Et en étant heureux. En étant heureux, le plus épanoui possible. Oui. Et socialiser. Donc, peut-être que pour toi, c'est difficile au niveau académique, mais peut-être que tu as telle activité parascolaire de soccer dans laquelle tu excelles, puis où on s'en fout, hein, j'ai dit ça. Tu vois comment que je suis moi aussi brainwashée par dans lequel tu as du plaisir. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, dans lequel tu as du plaisir, dans lequel tu retrouves tes amis, dans lequel tu vis des réussites, dans lequel tu te défoules, tu te dépenses, tu vis plein de sortes d'émotions, tu vis un sentiment d'appartenance à ton équipe. Donc, on peut axer sur ça également. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, puis c'est toujours ça que je dis, hein, accueillir comment notre enfant se sent. Ça, sans jugement. Puis sans vouloir minimiser. Puis sans vouloir... Des fois, là, on veut être les cheerleaders de nos enfants. Tellement. Parce qu'on veut pas qu'ils aient mal, puis on veut pas qu'ils aient de peine, puis on veut pas qu'ils se sentent comme ça. On aimerait ça un beau monde emballé dans du papier bulle. Oui, avec des licornes, puis des arcs-en-ciel partout. Mais c'est pas la réalité. Ben non. Oui. Non, c'est pas la réalité. Puis ce n'est pas dangereux de laisser nos enfants vivre leurs émotions. Okay, c'est pas dangereux d'être déçu. C'est pas dangereux d'être triste. C'est pas dangereux d'être en colère. C'est pas dangereux de vivre un échec non plus. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Ce que nos enfants craignent, c'est d'être laissés tout seuls dans leurs émotions. Fait qu'est-ce qu'on peut les accompagner dans leur expérience émotionnelle? Je comprends que tu es déçu. C'est vrai que tu avais travaillé fort. Tu as raison, c'est pas juste. Tu as raison, tes résultats sont pas à la hauteur de tes efforts. Puis oui, si c'était le cas, tu aurais genre 1012%. Oui, c'est parce que c'est souvent ça, les petits cocos qui ont de la difficulté par rapport aux notes, aux résultats scolaires. Souvent, si c'était à l'effort, ça serait les gagnants. Là. Mais tu sais quoi, Alexandra? Oui. Ça nous apprend quelque chose aussi sur la vie. Que après, là, quand tu sors de l'école, tu n'as plus de notes.
ce n'est plus quantifiable ni quantifié. Fait que ta persévérance, ça, c'est une qualité qui va te servir toute ta vie. Ben oui. Puis pour lesquelles tu vas récolter du beau dans ta vie d'adulte, dans ta vie de parent, si tu décides d'avoir des enfants, dans ta vie amicale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie, peu importe, dans ta vie sociale. La persévérance, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Ça fait partie de toi. Oui. Fait que de le rappeler, ça aussi, à nos enfants puis à nos ados qui peuvent être découragés. Puis en même temps, c'est sûr qu'on est enfant puis ado, notre monde, c'est l'école. Ben oui. C'est ça, notre On passe univers. plus de temps à l'école qu'à la maison. Là. Ben oui, nos amis sont là, nos apprentissages se font là. Comme la majorité des sports se font là aussi. Quand tu es rendu au secondaire, l'école, c'est... Tu arrives le matin de bonne heure, tu fais toutes tes activités à l'école, tu reviens à la maison tard le soir. Des fois, ceux qui font du parascolaire, il y a plein de choses. Là. Tu reviens tard à la maison. Absolument. Donc, effectivement, c'est ton monde. Mais oui. Fait que ça, c'est normal, je le comprends, je l'entends, mais d'axer aussi sur tout ce qui est à l'extérieur aussi de l'école, tant dans l'ici maintenant, mais dans le futur, puis de dire, ben là, tu es en train de te bâtir ta vie à toi, tu sais. Et on peut leur ramener aussi à, mais toi, qu'est-ce que t'aimes à l'école? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Puis on s'en fout si c'est la récré, puis les pédagogues, puis l'heure du dîner. OK, cool. On va axer sur ça, tu sais. Mon cours d'art dramatique, génial. Le cours d'édu... Ben oui, tellement, t'as raison. D'accueillir ça. Puis je pense que nous, en diminuant nos attentes comme parents, ça permet aux jeunes, difficultés académiques ou pas, d'avoir des attentes plus réalistes envers eux-mêmes, de se mettre moins de pression, d'être moins dans le perfectionnisme et d'avoir plus de plaisir à apprendre. Puis, je dis la même affaire à mes étudiants qui ont 20 ans, qui sont au bac, qui sont à la maîtrise. Hey! Amusez-vous! Oui. Puis, tu sais, ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu pas l'été passé, l'autre été d'avant. Puis, c'était la première fois de ma vie que je vivais quelque chose comme ça. Moi, je viens d'un milieu très sportif. Hein. J'ai fait de la compétition, je performais dans le sens qu'il fallait toujours aller plus vite, plus loin, plus fort, plus bon. Puis, c'était resté un peu comme ça dans ma vie. C'était toujours performance, performance, performance. Puis, j'ai décidé cet été-là de m'entraîner pour un demi-marathon. Puis, l'objectif, moi, écoute, je fais pas de course, je suis pas une coureuse, là, tu sais, je cours un peu, mais pas bon. Puis là, j'ai dit, parfait, je m'entraîne. Et j'ai tellement eu de plaisir dans le processus que rendu la journée du demi-marathon, dans mon ancienne pensée, ça aurait été, OK, là, je pars, je mange bien, je pars, puis là, je performe, je veux courir vite, je veux faire tel temps, telle affaire. J'avais aucun objectif de temps. Et quand j'ai fini, j'ai croisé la ligne d'arrivée, je me suis dit, hey, j'ai réussi à faire tout le processus pour me rendre là. J'ai même pas pensé au temps. Puis là, ça m'a vraiment frappée parce que je me suis dit, hey, imagine si ça avait été comme ça tout le temps. Tout le temps. Là, j'ai apprécié le processus. Je traverse la ligne d'arrivée puis je me dis, wow, quelle belle aventure je viens de vivre. Peu importe, c'est quoi ton temps, le résultat. J'avais même pas vu le temps. Puis j'ai traversé, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, hey, quelle belle aventure je viens de faire. Je me suis entraînée tout l'été. Puis là, ça se conclut par, tu sais, ce moment-là. C'est beau. Mais là, j'ai pris conscience que c'était comme ça tout le temps. On pouvait se permettre de faire ça tout le temps. Puis sais-tu quoi? On se le permet pas parce qu'on a peur de devenir paresseux, complaisant, médiocre. Fait qu'on se dit, mais non, mais si je me mets pas d'objectif, justement, de m'améliorer, d'aller plus loin, plus vite, plus fort, plus haut, ben, je vais devenir... je vais arrêter de faire des efforts. Alors que, puis ton expérience le montre bien, c'est tout le contraire, en fait, qui se passe. Oui. Puis le sentiment de bien-être aussi. Ben, tellement de satisfaction, de fierté. Oui. Puis tu vois, je vais m'inspirer de ce que tu viens de dire, vraiment, parce que, tu sais, on n'est pas à l'abri personne de ça. Moi, je suis en train d'écrire, je suis rendue autour de 20 livres, OK, depuis 10 ans. Oui. Et là, c'est la première fois de ma vie que je suis comme bloquée parce que j'ai un objectif de performance. Ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma tête puis dans mon cœur, ce livre-là, que je veux qu'il soit parfait. Fait qu'il est bien plus beau dans ma tête qu'il sera dans la vraie vie, tu comprends? Fait que je fais plein de détours, je fais de l'évitement, je fais plein d'autres projets, sauf ça, que je suis comme, attends une minute, c'est quoi déjà? Pourquoi t'écris donc depuis que t'as 5 ans?
Ah, parce que t'aimes ça. Ah, parce que ça te fait du bien. Fait qu'on peut-tu se ramener à ça dans notre vie? Puis nous, comme adultes, comme parents, de l'incarner, ça, pour le transmettre à nos enfants, sincèrement, réellement, authentiquement. Tellement, tellement. Puis tu sais, se ramener à la base qui est dans le fond, hey, j'ai du plaisir. Parce que je pense que c'est ça aussi, tu sais, au-delà des résultats, au-delà de la performance, au-delà de, tu sais, avoir du plaisir, ça reste la base de la réussite pour le reste de ta vie, là. Clairement. Puis, tu sais, peu importe ton résultat, tu vas te dire, ben au moins, j'ai eu du fun. Ben c'est ça. Ça a été plaisant. Oui. Puis où j'ai appris, j'ai développé telle affaire, je me suis fait une amie dans le processus, j'ai découvert ça de moi. Tu sais, tout ce que tu dis là, ça m'amène aussi à penser au modelage comme parent. Tu sais, le modelage, ça veut dire de faire ce qu'on veut enseigner à nos enfants, donc de le nommer quand on fait des choses comme ça. Tellement. Tu sais, ça nous arrive tous au travail d'avoir des mauvaises journées. Oui, je confirme. Mais tu sais, si on est toujours up la vie à la maison, notre enfant, il ne saura pas que ça nous arrive. Non. Donc, de le nommer, de dire hey, j'ai trouvé ça dur aujourd'hui, j'avais un défi, j'ai pas réussi à le faire. Tu sais, j'ai mon objectif de travail pour aujourd'hui n'a pas été atteint, j'ai pas réussi malgré tous les efforts que j'ai mis, puis là, ça me fâche. Oui, j'ai fait une erreur. Oui. Puis hier, j'ai dit ça à ma fille. Hier, j'ai fait une erreur. Puis, maman, pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai fait une erreur, ma chérie. Ben oui, même maman en fait des erreurs, même les adultes en font des erreurs, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais pouvoir réparer mon erreur ou passer à autre chose, faire autre chose, c'est ça. Fait que oui, être ce modèle-là pour nos enfants, puis tu sais, j'ai envie donc, dans cette optique-là, de dire, vous les parents, qu'est-ce que vous faites juste pour le fun? Oui. Tu sais, puis moi, tu vois, la course, même chose. Moi, j'ai couru en ENA. Des fois, j'avais des petites douleurs aux genoux qui m'arrêtaient et tout ça. J'ai recommencé à marcher, courir. Oui. Puis j'ai pas de montre. Tu sais, ma montre, là, elle fait juste me dire l'heure. Oui, c'est ça. Tu comprends? Elle me dit pas quelle vitesse. Elle n'est pas très intelligente. Elle n'est pas très brillante. Bon. Mais, puis c'est correct. Colorier. M'en fous d'avoir dépassé, ça m'a fait du bien. Oui. Tu sais, fait que est-ce que comme parents, comme adultes, comme modèles, nous-mêmes, on se donne le droit de faire des choses sans objectif de résultat. Oui, sans performance. Juste parce que. Oui. Puis on peut-tu commencer à faire ça? Genre sans s'évaluer? Puis, tu sais, c'est ça qu'on est à l'ère aussi de, mettons, tu fais de la cuisine, puis là, tu veux que ça soit beau parce qu'on mange avec les yeux, mais aussi parce que tu vas peut-être le mettre sur ton feed Instagram. Oh, il y a ça aussi. Puis nos ados commencent beaucoup là-dedans aussi. C'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est un tout autre sujet, mais comme maman, ça met de la pression, les moms of Instagram. Tu sais, c'est ce genre de choses-là aussi auxquelles nos ados sont confrontés. Mais oui. Fait qu'on peut-tu se donner le droit? L'autre fois, j'ai fait des crêpes, ils étaient laides. Mais ils étaient bonnes. Oui, c'est ça. Puis je les ai pas mis sur Instagram parce que je les ai mis dans mon bedon à la place. Tu comprends? Comme, c'est correct. Tellement. C'est correct. Fait qu'accent là-dessus, soyons ce modèle-là pour nos enfants. Aidons-les à se mettre moins de pression, à avoir plus de processus en chemin. Donc, axé sur le cheminement, sur le bonheur, le plaisir. La satisfaction d'apprendre. Hey Stéphanie, c'est beau comme mot de la fin. À vous. Merci. Merci à toi.